Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons ce soir sur ce plateau. Depuis plusieurs mois, l'ordre mondial est touché et bouleversé par cette maladie devenue par la suite une pandémie, le coronavirus ou Covid-19, une pandémie contre laquelle toutes les forces du monde se sont liguées. Il faut dire que sa gestion est conduite chez nous au Bénin avec beaucoup de sérénité par le gouvernement. Depuis plus de 7 semaines, des mesures barrières de protection de la population ont été prises pour enrayer, en tout cas limiter la propagation de cette maladie. Il s'agit entre autres du port obligatoire de masques, la limitation de mouvements, de regroupements, le cordon sanitaire qui a été instauré dans plus de 15 communes, la fermeture des lieux de culte et autres, les écoles et universités étaient également fermées. Et donc, ce mercredi 6 mai dernier, 2020, le gouvernement, par le truchement du Conseil des ministres, a décidé de la reprise donc des classes pour les élèves de la 6e année des cours primaires, et aussi pour les élèves des cours secondaires jusqu'en classe du terminal. Alors, quelles sont les implications de cette décision du gouvernement? La stratégie gouvernementale est-elle appréciée de tous? Quelles sont les implications, que ce soit du côté des parents d'élèves, des élèves et même des acteurs, des enseignants? Nous allons en parler ce soir sur ce plateau. Et pour ce faire, nous avons invité pour vous Monsieur Roger Loumedinon. Il est professeur certifié à la retraite. Monsieur Loumedinon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous aussi. Très bien. Et sur ce même plateau, Anselme Moussou, que vous connaissez très bien, secrétaire général de la CSA Bénin. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui me sens honoré. Un sociologue pour apporter, en tout cas, sa touche. Il a pour nom Hervé Benaou. Monsieur Hervé Benaou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Très bien. Et d'entrée de jeu, nous allons suivre le Conseil des ministres, la décision de la reprise du Conseil des ministres mercredi 6 mai dernier. Suivons ensemble le ministre Alain Rolla. Après une évaluation des mesures mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, il s'est avéré nécessaire de favoriser le retour progressif au cours normal de la vie et des activités économiques. Ainsi, le gouvernement a fait l'option d'assouplir la mesure de limitation de la mobilité des personnes en levant le cordon sanitaire en place, puis d'autoriser la reprise des cours dans les établissements d'enseignement, de formation et de recherche, ainsi que les universités, conformément au calendrier scolaire tel que réaménagé le 8 avril 2020. À cet effet, le Conseil a décidé de la reprise des cours pour les écoliers du cours moyen 2e année CM2, les élèves des collèges et lycées et les étudiants pour compter du lundi 11 mai 2020 dans la perspective de la tenue des examens de fin d'année notamment. Quant aux écoliers des classes de cours d'initiation CI au cours moyen première année CM1, ils retourneront en cours du 10 août au 4 septembre 2020 et subiront leurs évaluations du 7 au 11 septembre 2020, puis effectueront la rentrée scolaire 2020-2021 le 28 septembre 2020, en même temps que tous les autres apprenants. En ce qui concerne les écoles maternelles et les garderies, elles restent fermées jusqu'à la prochaine rentrée des classes. Par ailleurs, la réouverture des écoles, collèges et universités ainsi décidée sera accompagnée des mesures ci-après. L'obligation du port de masque pour tous les usagers, apprenants, enseignants, divers personnels de soutien. Pour ce faire, il sera procédé à la distribution gratuite des masques dans les écoles, collèges et universités publiques. Le dépistage systématique et progressif des enseignants, du personnel administratif et de service. S'agissant particulièrement des universités, les amphithéâtres restent fermés et les cours seront dispensés en ligne via une plateforme dédiée à cette fin. Les enseignants
y publieront leurs cours auxquels les étudiants auront accès gratuitement. Ces mesures qui participent de la volonté du gouvernement de faire valider l'année scolaire 2020-2021 sans compromettre la lutte contre le coronavirus doivent être observées sur toute l'étendue du territoire national par tous les acteurs publics et privés, sauf dérogation spéciale du gouvernement. Pour ce qui est de la levée du cordon sanitaire, elle s'accompagnera de l'organisation progressive des dépistages de masse, à commencer par les groupes les plus exposés. Toutes les autres mesures barrières restent en vigueur, notamment l'interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes, l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre au minimum entre personnes, la fermeture des bars, discothèques, églises, mosquées et autres lieux de culte, plages et autres lieux de réjouissance. Voilà, c'était donc le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Une tentative pour avoir un responsable du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Ils sont donc restés vaines. Nous n'en avons pas eu. Tout ce que nous avons fait pour les joindre, vraiment, ça n'a pas du tout marché, ce n'est pas grave, mais nous avons d'éminentes personnalités sur ce plateau et tout de suite, au regard de ce que nous venons de suivre du Conseil des ministres, du point de ce Conseil des ministres, je m'en vais demander à Monsieur Lomedino, alors quel regard portez-vous sur cette décision en tant qu'enseignant et même en tant que parent d'élèves, cette décision du gouvernement de la reprise donc des classes à partir du 11 mai prochain? Merci, monsieur le journaliste. Nous, en tant que parents d'élèves surtout, je crois que cette décision, elle permet de nous soulager. Mais plutôt un soulagement teinté d'appréhension. Soulagement parce que nos enfants sont restés à la maison depuis, je crois, mars. Et nous avons beaucoup d'inquiétudes par rapport à la validation de l'année scolaire. Nous avons beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce que ces enfants-là font à la maison. Même si nous sommes confinés, nous allons à nos travaux divers. Qu'est-ce que les enfants font à la maison? Le contrôle n'est pas aussi rigoureux que ça. Alors, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets pour nos poches aussi parce que nous avions pu débourser pas mal de sous pour scolariser ces enfants-là et nous espérions logiquement que l'année soit validée. Bon, en ce temps-là, nous pouvons dire que nous avons un soulagement au cœur puisque finalement les enfants vont reprendre les cours, mais en même temps, c'est un soulagement, comme je l'ai dit, teinté d'appréhension. Et quelles sont ces appréhensions? L'appréhension est que ces enfants vont être jetés bientôt dans les rues. Je dis cela parce que pour aller à l'école, il faut d'abord traverser les rues. Et jeter dans les rues, puis aller finalement à l'école. Nous ne savons pas exactement toutes les mesures qui sont prises pour sauvegarder la santé de nos rejetons. Et c'est à ce moment-là que revient avec force notre appréhension. Parce que cette pandémie, comme on le dit, c'est une épidémie planétaire et elle est causée par un microbe qu'on ne voit pas. Dans ces conditions, les mesures barrières, le port du masque, etc., nous ne savons pas si ces mesures-là vont être efficaces à 100% pour que la sécurité sanitaire de nos enfants soit sauvegardée. Or, vous vous rendez compte, quand ces enfants-là seront contaminés à l'école, nous ne pouvons pas les chasser devant nos portails. Ils seront obligés de revenir à la maison. Et quand on revient à la maison avec cette maladie, ça veut dire que toute la maison sera
contaminés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appréhension chez nous, parents d'élèves, pour savoir comment ça va s'organiser pour que la sécurité des uns et des autres soit vraiment sauvegardée. Voilà. Alors, Monsieur Gwenaou, Hervé, sociologue, alors quel regard portez-vous sur, vous, en tant que sociologue sur cette stratégie du gouvernement en ce qui concerne la reprise des classes dans ce contexte? Merci beaucoup. Je crois qu'il y a des précisions qu'il faut apporter d'entrée de jeu. En matière de riposte contre une pandémie ou une épidémie, il n'y a pas de stratégie qui circule. Parce que depuis le 16 mars que le Bénin a connu son premier cas et que le gouvernement a commencé par prendre les mesures, on entend beaucoup de choses. Tout et son contraire. Le virus a circulé de Wuhan jusqu'à nos contrées, mais les stratégies en matière de riposte ne peuvent pas circuler. On les adapte, on les contextualise. C'est ce que le gouvernement essaye de faire. A essayé de faire. Oui. D'accord, donc ça c'était important à repréciser. Très bien. Maintenant, concernant l'élément reprise de classe, nous avons connu pratiquement un congé de Pâques prolongé jusqu'au 10 mai. Et donc le gouvernement a décidé logiquement, au regard du calendrier scolaire, de relancer les activités scolaires, mais avec des spécificités. Ces spécificités-là, il faut les rappeler. C'est qu'au cours primaire, par exemple, tous les enfants ne sont pas à l'école. À l'école. C'est le cours tout ce qui est moyen, d'abord maternelle, garderie, voilà. D'abord vacances cours moyen, secondaire. Voilà. Et c'est ça, hein? CM2, seul qui va à l'école. Au niveau des collèges, c'est toutes les années. Et à l'université, il y a des spécificités. Très bien. Les cours sont sur des plateformes. Les étudiants ont accès aux cours. Ils interagissent avec les enseignants à travers ces plateformes-là. Et pour les évaluations, les mesures sont en train d'être analysées. Ça, c'est le contexte. Maintenant, ce qui est important sur le plan sociologique, c'est un peu ce que M. Lumedino a dit tout à l'heure. On entend beaucoup d'appréhension par rapport à cette reprise des cours. Vous entendez des discours qui vous disent, mais le gouvernement a sa responsabilité, celle de sauver l'année scolaire, mais les populations également... Sauver l'année scolaire et sauver aussi les populations. Voilà, les populations ont également la possibilité, la responsabilité d'évaluer la situation et de prendre la décision qui s'impose. Aller ou ne pas aller, envoyer ou ne pas envoyer les enfants à l'école. D'accord? Mais par rapport à cette réaction de la population, en tant que sociologue, moi je questionne notre système d'éducation, notre système d'accompagnement des enfants. D'accord? On dit souvent que le parent doit être un abri pour son enfant. Abri A en tant qu'autorité, d'accord? B en tant que berger, entre griffes, R en tant que responsable et I en tant que instructeur. Mais si le parent aborde ces 4 éléments-là, et se met dans une peau de responsable véritablement, il doit pouvoir accompagner, instruire les enfants pour que les enfants puissent aller à l'école et respecter les mesures barrières pour que la transmission ne se fasse pas en milieu scolaire. Déjà, ce qui est important, c'est qu'on constate un dépistage systématique des enseignants. Très bien. Ça, c'est le premier élément qui fait que, normalement, si on avait passé l'information comme cela se doit, ça devait baisser un peu les inquiétudes. Mais apparemment, l'information n'a pas circulé comme cela se doit. D'accord? Mais la question qu'on se pose également, quand on regarde un peu ce qui se passe, est-ce que les enseignants des cours privés sont également dépistés? Ça, c'est la question. Parce qu'on a les cours publics, on a les cours privés. Bien sûr. D'accord? Oui. Donc, est-ce que les enseignants de tous les cours privés comme publics sont dépistés? Si oui, ok, on sait ceux qui sont déjà en quarantaine. Et on va se questionner maintenant pour savoir, mais comment est-ce que ceux-là qui vont abandonner leur classe, s'ils sont éventuellement directeurs par exemple, et qu'ils ont à charge des CM2, comment est-ce que ces CM2-là seront gérés? On imagine qu'il y aura des enseignants, des collègues qui vont suppléer l'absence de ceux-là qui ont été testés positifs. D'accord? Et l'autre élément sur lequel M. Lumedino est revenu, et je voudrais rapidement, avec votre permission, aborder ça, c'est les enfants qui seront jetés désormais dans les rues. Mais est-ce que la question que nous on se pose, parce qu'en venant ici et tous les jours on observe nos rues, rentrer dans nos feux, dites-moi ceux qui sont en train de vendre les masques aujourd'hui, la plupart ce sont des enfants qui étaient censés être à la maison. Quand vous observez ces enfants qui vendent les masques, ils ne portent même pas les masques.
Et donc, la question est là, qui est que nous avons un problème particulier dans nos contextes, qui sont que nous sommes insérés dans des liens sociaux qui nous empêchent de connaître une distanciation. D'accord, très bien. Merci à vous, Hervé Benaou, M. Anselme Amoussou. Voilà, la reprise. Est-ce que vous êtes content, en tout cas, de reprendre les cours ce lundi? Monsieur Oussa, j'ai toujours dit que je ne voudrais pas être à la place d'un gouvernant aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, où le monde se trouve, parce qu'ils ont la tâche difficile. Ça n'est pas facile. Mais dans le même temps, c'est votre capacité à faire face à ce genre de situation qui détermine la qualité de votre leadership et qui peut faire que la population peut se sentir à l'aise et rassurée par rapport à votre gouvernance, à votre manière de gérer une situation de crise. Vous me demandez si je suis content de reprendre les classes. Dans l'absolu, on dira oui, je suis enseignant. J'ai une période de repos forcé. Surtout au regard des décisions. Je serais assez content de reprendre les classes. Oui. Dans la gestion de cette crise, je vois deux étapes de la part du gouvernement. Une première étape avec beaucoup de sérénité, beaucoup de communication, une très bonne communication, un certain nombre de mesures pour rassurer la population. Et puis je vois une deuxième étape où il y a de moins en moins de communication. Je sens une sorte de diminution donc de la transparence. Je vois moins de sérénité et j'en arrive donc aux dernières décisions du Conseil des ministres pour dire, nous sommes tous d'accord que les classes doivent reprendre. Et moi, j'ai toujours dit en tant que syndicaliste d'abord que nous, les adultes, qui sommes engagés, qui sommes des acteurs de l'école, nous devons tout faire pour que les enfants ne perdent pas cette année. Donc, la question de savoir s'il faut reprendre les classes, elle ne se pose pas. La question c'est, il faut reprendre les classes dans quelles conditions et à quel moment. Et le gouvernement décide donc de faire reprendre les classes le 11 mai. La situation elle est tellement inédite. Le virus défie la science. Il défie les scientifiques. Tous les jours que Dieu fait, vous avez des positions qui changent, des va-et-vient entre les différentes théories des scientifiques. Et donc, du coup, personne ne peut se prévaloir d'avoir la solution miracle pour gérer cette pandémie. Et vous avez vu au départ, le Bénin a été l'un des rares pays à avoir innové en créant le cordon sanitaire, en n'allant pas à un confinement total de la population. Et je crois que c'est à l'actif du gouvernement. Parce que nous avons une population, on a une économie tellement informelle que les gens sont obligés de vivre au quotidien. Dans ce genre de situation, on n'importe pas les mesures, comme l'a dit mon cher ami sociologue, on ne peut pas importer les solutions toutes faites d'ailleurs. Mais aujourd'hui, prenons les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement. La maternelle et le préscolaire est en vacances. Bravo, c'est une très bonne mesure, c'est une mesure intelligente. Parce que ce sont les tout petits, on ne peut pas les contrôler dans leurs activités en classe. Le primaire, au niveau du primaire, là également c'est une décision intéressante. Parce que le primaire ne fait reprendre que les classes du CM2. Les classes qui ont un examen, qui ont un rendez-vous important en fin d'année. Et du coup, vous voyez l'avantage, ça fait partie des choses que nous avons proposées par exemple. L'avantage, c'est que nous avons des classes à effectifs pléthoriques. Donc si moi, en tant que chef d'établissement, j'ai un CM2 de 50 élèves, où je ne peux pas faire respecter les mesures préconisées par le même gouvernement, les mesures de distanciation, les mesures de regroupement, je vais dédoubler mon CM2. Je peux en faire trois classes séparées. Oui. Parce que les autres classes sont libres, les enfants sont restés à la maison. Donc une mesure que nous applaudissons, qui est vraiment dans la logique de rassurer les uns et les autres et de préserver la sécurité des enfants. Mais on va se demander, le même gouvernement qui dit qu'il maintient les mesures de distance, 1 mètre, qui dit qu'il faut qu'on interdise les regroupements à plus de 50 personnes, ce même gouvernement décide que les classes du secondaire vont reprendre toutes. Là, il y a un problème qui se pose. Lequel, par exemple? Le premier problème, c'est que, mon cher ami journaliste, je défie quiconque aujourd'hui, en tenant compte de nos effectifs dans nos écoles, dans nos collèges, privés comme publics, en tenant compte de nos infrastructures disponibles, je défie quiconque qui veut dire qu'en l'état actuel des choses,
un chef d'établissement peut arriver à faire respecter la distance de 1 mètre dans la classe. C'est impossible. Un chef d'établissement est en mesure de faire respecter la distanciation sociale dans une cour de récréation. Dans un collège, vous avez des collèges de 6 000, des collèges de 7 000 élèves. Comment on peut régler ça? Ce n'est pas possible. Et donc, du coup, on n'a pas compris pourquoi... Ces 7 000 élèves ne sont pas en récréation au même moment, à la même heure, à 10 h ou à 17 h. D'accord, donc nous allons passer toute la journée à organiser la récréation. Nous allons passer toute la journée à organiser la récréation parce qu'on peut faire la récréation par vague. Mais on ne peut réussir cette récréation par vague que sur la base d'un certain effectif. Ce que nous avons dans nos écoles, dans nos collèges, ne permet pas, même en organisant une récréation tournante par vague, ne permet pas de faire respecter. C'est impossible. Et puis, vous voyez, moi, je suis assez troublé. Je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou alors, il y a des choses que je ne comprends pas. Et dans ces conditions, il faut expliquer pour qu'on puisse mieux comprendre. Parce que, voyez-vous, avec les étudiants, nous avons affaire à des adultes qui sont censés savoir ce qu'il faut faire. Même les gestes barrières, nous-mêmes adultes, on apprend à ne pas oublier. On apprend à les intégrer dans nos habitudes. Vous sortez parfois de votre maison, vous oubliez le masque. Et il faut en acheter rapidement dans une pharmacie ou retourner à la maison. Vous voyez votre parent, vous avez tendance à lui serrer la main parce que c'est l'habitude. Alors, imaginez avec les enfants. Donc, à l'université, vous avez des adultes qui peuvent faire attention à un certain nombre de choses. Et pourtant, le gouvernement a compris qu'il fallait laisser fermer les amphis. Comment est-ce que le même gouvernement peut descendre de l'université vers le collège et estimer qu'on peut ouvrir toutes les classes? Alors que nous avons les solutions sont là. Je vous assure que les solutions existent pour gérer la situation à la date d'aujourd'hui. Il suffirait au collège également d'ouvrir les classes du terminal du 3e pour l'enseignement secondaire général, par exemple. Du coup, lorsque vous avez 3, 4, 5, 10 classes de terminal, vous avez la marge de manœuvre nécessaire pour dédoubler à loisir les classes. Le gouvernement a oublié, par exemple, de faire mention de ce qu'il faut faire comme traitement au personnel enseignant qui n'est pas invité. Oui, mais le personnel enseignant, il y a une bonne partie qui est contrôlée. Il y a un test systématique, un dépistage systématique qui est organisé à ce nombre. Je voulais le dire, je voulais l'aborder. En fait, j'ai parlé de la communication du gouvernement ces derniers temps et les décisions étaient prises en retard. Une rentrée se prépare. Et une rentrée dans une situation aussi critique se prépare doublement ou triplement. Vous avez la préparation lointaine, vous avez la préparation mentale, vous avez la préparation matérielle. Aussi bien pour les chefs d'établissement que pour les enseignants et les parents d'élèves. Alors, est-ce que vous avez compris comment est-ce que, dans cette situation, pour une rentrée qui est prévue pour le 11, nos ministres de tutelle n'ont attendu que la décision du Conseil des ministres du mercredi 6 pour dire la rentrée aura lieu ou la rentrée n'aura pas lieu. Du coup, on a pris du retard. Et je reviens à la question du dépistage. Le collègue l'a dit tout à l'heure. On a commencé à dépister les enseignants. Et on a parlé de dépistage progressif. Bien sûr. À la date d'aujourd'hui, invitez le gouvernement, invitez le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation pour venir vous dire quelle est la statistique par rapport à ce dépistage. Oui, aujourd'hui, nous sommes à 284 cas. Non, je ne parle pas des cas. D'accord. Okay. Le nombre d'enseignants dépistés. Le nombre d'enseignants a dépisté. Et le nombre d'enseignants dépistés aujourd'hui. Nous sommes à la veille de la rentrée. Oui. À la veille de la rentrée, je suis sûr qu'on n'aura pas le temps de dépister tout le monde. Mais tout le monde le fera. Encore que par rapport à ce dépistage, écoutez, il y a les mesures qu'on peut critiquer. Vous ne pouvez pas, dans une école, dépister l'enseignant et ne pas dépister les apprenants. Ou bien, la science a-t-elle déjà dit que les enfants ne sont pas porteurs du virus, ne peuvent pas transmettre le virus? Alors, dans ce cas, vous faites un effort qui est voué à l'échec parce que vous avez dépisté, moi, enseignant. Vous m'avez dépisté. Je suis négatif. Mais je suis en face, je socialise avec des enfants qui n'ont pas été dépistés, qui peuvent être porteurs du virus. De plus, vous me dépistez négatif aujourd'hui, vous ne me contrôlez pas dans ma communauté. Je peux revenir également dans ces conditions-là pour venir contaminer les enfants. Donc le dépistage, elle est très importante, c'est une idée qu'il faut, c'est une mesure qu'il faut saluer, mais elle est insuffisante dans le cas d'espèce pour rassurer les uns et les autres. Et quand vous faites ce dépistage-là uniquement pour les enseignants, que vous ne le faites pas à temps
vous ne le démarrez pas à temps pour pouvoir dépister l'ensemble des enseignants qui sont impliqués, vous avez fait le travail à moitié. Mieux, on a commencé le dépistage aujourd'hui par les classes du primaire, notamment les élèves, les enseignants du CM2. On n'a pas prévu qu'il y aura des écoles qui vont être obligées donc de dédoubler leur CM2. Quand vous dédoublez le CM2, vous avez besoin d'un autre personnel que le seul maître du CM2. Donc vous voyez, tout cela, je dis que ce qui a manqué fondamentalement dans la gestion de cette crise par le gouvernement, on ne le répétera jamais assez, c'est le manque d'ouverture pour discuter avec les acteurs. Parce que vous voyez ces mesures-là, j'ai dit que je ne voudrais pas être à la place d'un gouvernant, parce que c'est très difficile, très délicat ce qui leur arrive. Mais en même temps, quand vous êtes dans ce genre de situation, discutez avec les acteurs, les parents d'élèves, écoutez-les, rencontrez les enseignants, rencontrez leurs représentants, les syndicalistes, et vous allez voir que vous aurez la lumière. Parce que chacun doit y mettre du sien. Et puis, l'avantage supplémentaire par rapport à cette démarche, c'est que vous avez l'adhésion de tout le monde. Pour que chacun de nous puisse être d'accord pour faire les efforts de sacrifice qu'il faut pour nous adultes pour pouvoir sauver nos enfants, sauver leur année, mais en même temps préserver leur sécurité. Donc je pense que fondamentalement dans cette gestion de la crise, nos ministres de tutelle n'ont pas été suffisamment ouverts pour discuter, dialoguer, pour que nous puissions trouver le meilleur moyen. Ce qui va se passer au niveau du secondaire, je veux bien voir. Et j'ai toujours dit que je souhaite être détrompé dans mon pessimisme actuel. Mais c'est des inquiétudes que nous exprimons. C'est au-delà donc de la critique, ce sont des inquiétudes, des appréhensions que nous exprimons pour dire, attention, ce qui arrive là, est-ce que ça ne va pas anéantir tous les bons efforts qui ont été faits par le gouvernement dans la gestion de cette crise? Le virus est déjà en communauté. Le ministre de la Santé lui-même l'a reconnu. Le virus ne vient plus par nos frontières, par l'aéroport. Il est déjà en communauté. Et quand il est en communauté, on ne peut pas avoir les mêmes comportements que nous avions au début donc, de cette pandémie. Donc, la copie de nos ministres de tutelle par rapport aux mesures qui ont été annoncées, cette copie a besoin absolument d'être corrigée par le dialogue et par la concertation. Très bien. Merci à vous. Monsieur le Médinon, nous avons le gouvernement, et comme tous les autres parents d'élèves, comme vous aussi, il y a le souci de ne pas perdre l'année scolaire. C'est vrai. Il y a le souci de l'effectif des élèves du secondaire qui est là à gérer. Mais pensez-vous que des dispositions que le gouvernement puisse accepter cette reprise sans qu'il n'y ait de dispositions prises au préalable avant cette reprise? Puisque vous l'avez dit tout à l'heure que les enfants seront jetés dans les rues, ils vont reprendre, des dispositions ont certainement été prises. Et ce dépistage sera fait de façon progressive, on l'a annoncé. Eh oui. Il y a eu donc beaucoup de dispositions qui ont été prises par le gouvernement. Sinon, il n'aurait pas décidé de la reprise des classes pour le 11 mai prochain. Je crois que c'est un exercice très difficile dans lequel se trouve notre gouvernement. Voyez-vous, c'est une situation inédite où le virus est en train de jouer un mauvais jeu à tout le monde. Aux parents, aux enfants, à toute la population, à toutes les couches sociales. Les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont des mesures pratiquement pour contrer le mal en ce qui concerne le dépistage. C'est une très bonne mesure. Comme l'a dit le syndical tout à l'heure, c'est vrai que cette mesure va avoir beaucoup de conséquences sur nous. Mais moi, personnellement, je fais confiance à l'école de mon pays. Les enseignants les responsables de l'éducation de ce pays, en l'occurrence les collègues, ont les ressources nécessaires pour réfléchir à la situation et trouver les solutions. Je le dis parce que nous sommes aujourd'hui tout à fait en théorie. Quand nous allons commencer la pratique le 11 prochain, nous allons trouver les mesures, nous allons trouver les parades nécessaires pour essayer d'apporter des solutions à la situation qui se pose à nous. C'est vrai, nous n'allons pas trouver des
solution idoine. Pourquoi? Parce que c'est un problème extrêmement difficile à régler. Mais je fais confiance au monde enseignant. Quand ils vont se retrouver en situation le 11 mai prochain, ils vont peut-être voir dans quelle mesure ils vont demander, par exemple, le professeur peut prendre des initiatives. Le professeur peut prendre des initiatives dans son école. Et le conseil des professeurs aussi peut prendre des initiatives. Comme initiative, par exemple, moi je dis, j'ai une classe de 60 élèves, je prends seulement 37 semaines. Et la semaine prochaine, et les autres restent à la maison. Et la semaine prochaine, je prends les 30 autres. Pour respecter les mesures de distanciation, etc. Parce que si on ne rentre pas en situation concrète, nous ne pourrons pas trouver des solutions idoines, nous ne pourrons pas trouver des approches de solutions aux problèmes que nous évoquons ici. Parce que ce n'est pas du tout facile, ni pour le gouvernement, et certainement pas aussi pour les collègues qui vont entrer en activité bientôt. Très bien. Alors, des sites de dépistage sont installés un peu partout dans les communes. Ceci pour, en tout cas, limiter, tester, en tout cas, l'évolution. Comme on l'a dit, le virus est déjà en communauté, M. Benaou. Alors, dites-nous, est-ce que, du point de vue sociologique, les enseignants ont-ils pris la mesure de cette reprise, parlant sociologiquement, et surtout, et aussi les parents d'élèves, et du point de vue général, qu'est-ce qui doit être, c'est-à-dire leur disposition, leur prise en charge, la possibilité qu'ils ont aujourd'hui à pouvoir reprendre et dans un état d'esprit assez abordable. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que ce qui est d'abord important, j'ai suivi avec beaucoup d'attention monsieur Amossou dans son développement tout à l'heure. Et ce qui est important à préciser tout de suite, c'est qu'en matière de gestion d'épidémie, surtout le cas dans lequel nous nous trouvons actuellement, oui, ce qui aurait été idéal, c'est un dépistage systématique de masse. C'est-à-dire, là maintenant, on est en train... Avant la reprise, on est en train de... Même depuis le début, on est en train de faire des dépistages par corps de métier, oui, actuellement, par groupe social, d'accord? Mais l'idéal aurait été de dépister systématiquement tout le monde. Ça, c'est entre parenthèses, pour ne pas aller trop dans les détails. Mais par rapport à la question que vous m'aviez posée, j'ai dit tantôt que les directeurs d'école, M. Amossou l'a confirmé, ont commencé à être dépistés. Pour le secondaire, je ne sais pas à quel niveau le gouvernement se trouve par rapport au dépistage des enseignants du secondaire. Et M. Amossou a dit tout à l'heure que ce qui est important, c'est qu'il y a eu un manque de dialogue entre le gouvernement et les acteurs de l'éducation. Bon, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un comité de gestion de la crise qui est installé et qui suit tout. Nous avons une société béninoise de socio-anthropologie qui a interagi à un moment donné avec ce comité-là pour proposer un mécanisme de communication avec certains acteurs clés de la communauté béninoise. Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine que cette stratégie proposée est en train d'être mise en œuvre. Ça, c'est le deuxième élément que je voudrais évoquer. Le troisième élément, je l'ai dit rapidement. Et M. Anselme est revenu dessus tout à l'heure, qui est que nous sommes dans une société où nous avons deux types de socialisation. Il y a la socialisation primaire, qui se fait en milieu de parenté, c'est-à-dire familiale. À ce niveau-là, j'ai parlé tout à l'heure du fait que les parents doivent être des abris. Ça interpelle la responsabilité des parents. D'accord? Les parents doivent constamment rappeler aux enfants, surtout ceux du secondaire, les mesures barrières, les dispositions à avoir quand ils vont reprendre les cours. D'accord? Ça, c'est important. Le premier niveau de socialisation, c'est ça. Le deuxième niveau de socialisation, c'est la socialisation secondaire, qui nous met dans des réseaux relationnels en dehors de nos milieux familiaux. D'accord? Là, à ce niveau-là, on retrouve beaucoup plus les enseignants. Parce qu'au moins, les parents essayent de garder leurs enfants à la maison. Et comme il a dit, si un directeur d'école dédouble son CM2, il va faire appel à un collègue qui n'a pas été dépisté, qui est dans ces réseaux relationnels, peut-être déjà infecté. Mais ce qui me réjouit, quand j'évoque cette question-là, c'est que le port de masque est systématique.
Même en salle de classe. Même en salle de classe. Même en salle de classe, le port de masque est systématique. Donc, ça va devoir pouvoir réduire un peu les risques de contamination. Ça, je dis peu. Ça pourrait aider à réduire les risques de contamination. Deuxième élément, c'est la responsabilité même de l'enseignant. D'accord? Monsieur le Médinon l'a dit tout à l'heure. Un enseignant qui a une classe de 110, surtout dans les collèges publics, je prends une quatrième de 110 élèves. Il a mai, une partie de mai, juin, d'accord, et une partie peut-être de juillet pour finir l'année. De toute façon, on ne peut plus dire aujourd'hui qu'un enseignant va finir le programme scolaire. Ça, je ne sais pas par quelle alchimie on va obliger un enseignant à terminer le programme scolaire dans les conditions actuelles où nous sommes. Et donc, il faut que l'enseignant, les acteurs de l'école développent des stratégies d'adaptation à la situation. Et c'est de ça que M. Le Médinon parlait tout à l'heure. Chaque acteur doit pouvoir dire, dans le contexte où je me trouve, quelle stratégie je peux mettre en place pour faire face à la situation et limiter la propagation du virus dans le milieu où je me trouve. Très bien. Et c'est là où je dis, ces stratégies-là ne volent pas, ça ne circule pas, il faut les contextualiser. Parce que ce qui se passe à Notre-Dame, ce qui se passe à Bégamin, ce n'est pas la même chose qui va se passer au CG Ouagbo. Les effectifs ne sont pas les mêmes. Le niveau de prise de conscience n'est pas le même. D'accord? Le contexte même local, culturel, socio-culturel n'est pas le même. Donc il faut pouvoir, en fonction de ces éléments-là, définir des stratégies et pouvoir les adapter. Très bien. Alors, monsieur Anselme Amoussou, le gouvernement, dans sa stratégie, a même limité un peu le nombre d'élèves qu'on peut retrouver dans les salles de classe. Déjà, auparavant, c'était un regroupement de 10, aujourd'hui 50. Même dans les salles de classe, c'est 50, pas plus, en respectant bel et bien la distanciation sociale des 1 mètre, le masque qui sera divisé. Est-ce que vous ne pensez pas que là aussi, l'enseignant, comme l'a dit les prédécesseurs, l'enseignant aussi, face à sa réalité de classe, à sa situation de classe, a créé les conditions au regard des dispositions prises par le gouvernement, à créer les conditions pour que le travail soit bien fait, que les enfants ne soient pas contaminés. Il y a un effort que l'enseignant doit aussi faire à ce niveau-là. Je suis d'accord avec vous, que nous, adultes, devons faire tous les efforts qu'il faut, toutes les innovations. Il faut même inventer ce qui ne peut pas exister, il faut le faire pour pouvoir assurer la sécurité des enfants. Mais dans quelle salle de classe vous pouvez avoir 50 élèves et faire respecter la distance de 1 mètre? Donc cette disposition du gouvernement ne concerne pas les écoles. Ça ne concerne pas les écoles. On ne peut pas regrouper 50 élèves dans une classe et espérer faire respecter la distance de 1 mètre. C'est pas possible. Mais c'est assez fréquent, ce genre d'effectifs dans nos écoles. L'autre chose que je voudrais dire avant de revenir à votre question, c'est les masques. Les masques, on parle de masques et de masques. Et nous avons des masques qui sont aux normes, nous avons les masques qui circulent un peu partout. Avec un petit foulard, on se fabrique un masque. Et nous savons très bien que même les masques aux normes ne sont pas fiables à 100%. Donc on ne peut pas considérer que la mesure de port de masque est une mesure assez suffisante pour arrêter le virus. Deuxièmement, demander l'effort, la capacité d'innover, de prendre des initiatives de l'enseignant, je dis que c'est très bien. Mais quand vous voulez prendre une décision, vous regardez le contexte. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, regardons nos contextes, contextualisons. Et quand vous contextualisez, vous vous rendez compte que nous n'avons pas été habitués, nous enseignants, on n'a pas été formés pour prendre ce genre d'initiative. Nous sommes très procéduriers dans l'administration, vous le savez bien. Dans ces conditions, quand vous êtes un gouvernant qui veut gérer une crise de cette envergure, vous êtes le plus dirigiste possible, le plus clair possible dans vos instructions. Parce que vous pensez que le gouvernement n'a pas été suffisamment clair? Non. Par exemple, ce que le collègue propose, c'est très bien, mais il faut le mettre. Il faut dire qu'au chef d'établissement de prendre des initiatives de façon à. Il faut le dire.
Parce que vous allez tomber sur des collègues, des chefs d'établissement qui vont dire, on a dit que tout le monde reprend. Donc tout le monde reprend. Ils vont essayer de fabriquer quelque chose, mais qui ne pourra pas être la norme pour pouvoir faire respecter les mesures de sécurité. Donc on tient compte du contexte, et quand on tient compte de notre contexte, je crois qu'il manque un petit quelque chose. Les comités qui ont été mis en place dans le comité de la riposte, vous savez, ce sont les bonnes idées, les bonnes initiatives de notre pays. Mettre un comité dans chaque administration pour pouvoir suivre un peu l'évolution des centres de dépistage qui sont installés et qui seront faits de façon pour ce que je sais, par exemple, pour l'enseignement, ces comités n'ont pas intégré les représentants des travailleurs. Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de compréhension pour moi dans certains nombre de postures vis-à-vis de ce qu'on peut appeler partenaires sociaux, qu'on peut appeler administrés. Parce que dans ce genre de comité, si vous ne mettez pas ceux qui sont au contact au quotidien avec les réalités, qui peuvent, avec leurs petites expériences, de leur petite position, éclairer votre mesure phare, en faire une mesure, disons, ce que j'appelle mesure miracle. Si vous ne faites pas ça, que vous considérez que vous ne pouvez faire fonctionner ce genre de comité sans eux, ça pose un problème. Et vous vous rendez compte que... Et on est d'accord qu'on ne peut pas demander aux gens maintenant d'achever un programme scolaire. Et c'est pour cela que beaucoup d'enseignants, beaucoup de syndicats ont proposé au gouvernement de ne pas faire rentrer les classes intermédiaires, même au collège. Parce que vous savez, la pression du gouvernement, ce qui a été fait par nos ministres de tutelle, nos responsables au niveau pédagogique, a tellement porté que cette année, le programme a évolué normalement. Quand vous faites un sondage, vous êtes au moins à 2/3 d'exécution des programmes. Par endroit, vous êtes au 4/5 d'exécution des programmes. Au point où le mois de mai était prévu comme le mois de l'intégration des acquis, donc la révision. Dans ces conditions, à situation spéciale, il faut prendre des mesures qui ne sont pas ordinaires. On peut décider exceptionnellement, sous la supervision des animateurs d'établissement, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, de tous ceux qui ont de l'expérience pédagogique, on peut décider de donner les résultats des classes intermédiaires en l'état. C'est ce que nous avons proposé, par exemple. Et du coup, vous ne faites rentrer que les terminales et vous donnez un peu plus de marge de manœuvre aux chefs d'établissement pour gérer. Les troisièmes et à l'enseignement technique, la troisième année, etc. etc. Et en faisant cela, nous avons proposé que, certainement, il y a un manque à gagner en termes d'acquisition pour les enfants des classes intermédiaires. Bien sûr. L'année suivante, les mêmes responsables pédagogiques s'entendent pour réaménager un peu le programme de l'année prochaine, de façon à avoir au début de l'année une petite période pour renforcer. Le processus, c'est de quoi je parle. On l'a déjà fait dans ce pays quand nous avions eu, sous le président Yahibo, on avait eu une longue période de grève. Et on avait fait une année, 2 années spéciales comme ça, pour essayer donc de rattraper. Alors, quand vous refusez de discuter avec ceux qui peuvent vous faire ce genre de propositions, ils le font, ils vous le transmettent. Et vous n'en tenez pas compte, vous sortez. Je suis perplexe. En fait, mais quelle preuve avez-vous, M. Anselme, quand vous dites que le gouvernement n'est pas, en tout cas, les responsables ne sont pas disposés à discuter Je vous donne 2 preuves. Oui. 2 petites preuves. Les confédérations ont demandé à rencontrer les ministres de tutelle. Pas de réponse. Nous avons demandé à nos syndicats de base, au niveau sectoriel, de créer pour rencontrer les ministres de tutelle. C'était toujours, non pas, on n'était même pas dans la posture traditionnelle ou de bras de fer, de syndicalistes. On était dans la posture d'apporter, parce que tout le monde était inquiet. Il faut qu'on discute vite pour savoir comment on fait. Ils ont écrit aux 3 minutes de l'enseignement. Aucune réponse. Même pas un retour pour dire, nous avons reçu vos courriers, on vous attend. Nous avons fait mieux. Le jeudi dernier, au lendemain donc du Conseil des ministres, nous avons rencontré les associations de parents d'élèves. Je parle des confédérations. Et nous avons fait des échanges qui ont duré 4 heures d'horloge. Et ce n'était que des expressions d'inquiétude par rapport à la situation. Et nous avons décidé de faire une demande d'audience, une demande conjointe d'audience, syndicats, parents d'élèves, pour demander à nous voir rencontrer nos ministres de tutelle. À la date d'aujourd'hui, aucun retour.
aucun retour. Alors, même si vous ne voulez pas écouter les propositions, vous avez le devoir en tant que ministre de tutelle de rassurer les parents d'élèves, de rassurer les usagers. Parce que je me dis que dans un conseil de ministres, on ne dit pas, on ne donne pas tous les détails. Il y a certainement des choses qui accompagnent les mesures qui ont été annoncées, qu'on a besoin de savoir pour être rassuré, pour mieux faire notre travail en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant qu'élèves. Et c'est ce genre de séance qui permet à un ministre de vous donner les détails. Il dit non, ici, nous allons faire suivre par des instructions écrites, nous allons faire des notes circulaires, etc. etc. Comment peut-on se refuser à communiquer avec vos usagers, vos collaborateurs, vos vis-à-vis? Nous pouvons comprendre. J'ai raison lorsque je dis qu'il y a un refus de discuter. Et ce refus de discuter, pour moi, n'est pas de la bonne gouvernance. Merci. Et ça, c'est le syndicaliste qui le dit. Monsieur Loumedinon, alors, est-ce que nous pouvons tout de suite juger du refus des responsables, en tout cas des ministres concernés, de discuter? Est-ce qu'ils ne sont pas préoccupés par l'organisation de cette rentrée qui nécessite beaucoup de travail, des dispositions antérieures pour que les élèves, comme ces inquiétudes que chacun éprouve, que ça soit dissipé ou limité ou en tout cas cerné pour que les enfants, les élèves reprennent dans de bonnes conditions? Voyez-vous, aujourd'hui, le gouvernement est entre le marteau et l'enclume. Et comme je l'ai dit, c'est pas du tout facile pour eux. Nous sommes des hommes et face à une situation aussi grave qui impacte tout le monde scolaire, il faut faire très très attention. Je crois certainement qu'ils sont en train de réfléchir. Si ils ont peut-être hésité ou pas encore rencontré le monde syndical, etc., ils sont peut-être en train de réfléchir pour trouver la bonne stratégie, le meilleur tempo, pour pouvoir dire ce qu'il faut faire, etc., pour que la situation puisse s'apaiser. J'ose croire que notre gouvernement est suffisamment responsable pour mesurer le risque qu'il est en train de prendre en termes de reprise de l'école. Et je crois qu'en mesurant ce risque, il sait aussi qu'il faut prendre des mesures extrêmement difficiles, mais pointues pour sauvegarder, l'année scolaire, mais aussi le monde scolaire. Moi, je suis persuadé qu'ils sont dans cette posture, en train de réfléchir. Parce que ce que nous disons, c'est purement théorique. C'est purement théorique. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut rencontrer ci, il faut rencontrer ça. Peut-être que le fruit est en train de mûrir. Peut-être que le fruit est en train de mûrir. Et lorsqu'on est à une position ministérielle où on a la charge de gérer tout un pays, il y a certainement des éléments qui nous échappent. Et je pense personnellement qu'ils sont en train de faire cet effort-là pour que et le monde scolaire et les enseignants, nous puissions reprendre dans les meilleures conditions et pour que le choc soit moins violent. Parce que s'il y a problème, s'il y a hécatombe, par exemple, en matière de propagation de ce virus-là, c'est eux qui sont les premiers responsables. Et je crois qu'ils ne vont pas en arriver à porter cette grande responsabilité. Très bien. Monsieur Boudaou, dans presque toutes les communes, il y a des sites de dépistage. Ça, puisque nous avons des écoles un peu partout, nous avons également, pour cette reprise, le gouvernement, entre autres décisions, la distribution de masques dans toutes les écoles pour les élèves, et puis la désinfection de tous les établissements scolaires, ce qui se fera presque tous les jours. Est-ce que déjà là, ce ne sont pas des mesures qui pourront, c'est-à-dire annuler, inhiber un peu cette crainte continue que les parents et enseignants ont par rapport à cette reprise? Je vous remercie vraiment. Je crois d'abord l'élément principal qu'il faut souligner, c'est que la crainte elle est normale. La crainte dans les conditions que nous évoquons là, surtout au niveau secondaire, la crainte elle est normale. C'est humain, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir des appréhensions dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous l'avez posé comme question tout à l'heure, mais ça m'a échappé. Qu'est-ce que chacun pense de cette pandémie-là? La posture dans laquelle vous êtes dépend de la relation que vous avez avec le virus
et de comment vous interagissez avec les autres. D'accord? Il y a 3 éléments qui ressortent de nos petites investigations. Il y a des études plus approfondies qui sont en cours. Je ne peux pas anticiper les résultats. D'accord. Mais il y a 3 éléments. Il y a des gens qui sont dans une posture transcendentaliste. Oui. Pour eux, c'est une histoire de Dieu, quoi. C'est Dieu qui a envoyé ce virus-là pour punir les pécheurs. Donc, on se dit, à force de prière, on va faire reculer ce virus. Premier élément. Deuxième élément, il y a des gens qui sont dans une banalisation terrible. Quand vous rentrez dans nos rues, quand vous rentrez dans nos milieux marchands, quand vous rentrez dans les milieux de chez nous où les gens ont l'habitude d'interagir, vous constatez qu'ils continuent d'interagir, vous constatez qu'ils ne prennent pas les mesures barrières, qu'ils ne respectent pas les mesures barrières. Et quand vous discutez avec eux, ils rigolent. Ça veut dire qu'ils ridiculisent à la limite ce que vous prenez comme... Je vous conte une petite anecdote. Un peu avant le cordon sanitaire, j'ai voyagé vers Commun. Et j'avais déjà mon masque. D'accord? On est arrivé au niveau de la zone, je crois c'est un peu avant Gogotin, quand il y a une localité, Segbouré. La zone de Segbouré, où les dames vendent du poisson. Oui. Le véhicule s'est arrêté parce qu'il y avait une dame qui voulait acheter. J'avais mon masque. Il fallait voir comment les dames se sont moquées de moi. Il fallait voir comment elles ont raillé, simplement parce que j'étais le seul dans le véhicule à avoir le masque. Au-delà de ça, quand vous rentrez dans nos marchés aujourd'hui, il faut voir comment les gens utilisent le masque. Soit c'est sous l'étalage, soit c'est au menton, et c'est des masques, comme l'a dit M. Amoussou, qui ne sont pas toujours des masques adaptés. Le troisième élément, c'est que les gens pensent que c'est un complot. Bon, ça c'est... Voilà les 3 thèses actuellement en vogue. Pour revenir à votre question. D'accord? Dépistage en cours. Bien sûr. D'accord? Désinfection des salles de classe. D'accord? Vous me demandez si ça suffit si ça ne suffit pas pour reculer, réduire un peu avec le port obligatoire de masque, si ça ne suffit pas pour réduire un peu les risques de contamination. Déjà, c'est heureux que le gouvernement ait décidé de confectionner localement des masques aux normes qu'il a lui-même édictées pour les distribuer gratuitement. Mais si je comprends bien ce que j'ai lu, c'est que ce sont seulement les établissements publics qui ont droit à ces masques, pas les privés. Pour ce que j'ai lu, je peux avoir mal lu, mais pour ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais si les privés aussi sont concernés, c'est heureux. D'accord? Ça veut dire qu'on aura des masques localement confectionnés qui répondent aux normes. À tous les élèves? À tous les élèves. C'est à tous les acteurs de l'école. Enseignants, élèves, administration, tous auront de masques. Vendeuses, tous auront de masques. Ça, c'est déjà un grand effort que le gouvernement a consenti. D'accord? Et ça booste aussi l'économie locale, d'une manière ou d'une autre, parce que ce sont des tailleurs locaux qui vont confectionner ça, qui auront de l'argent. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est important. D'accord? Mais je dis, au-delà de tous ces éléments-là, chaque chef d'établissement doit prendre ses restes. Je le répète, je vous donne un simple cas. Pour le cas de l'université, il a été dit, les cours sont en ligne. On interagit, les enfants prennent les cours en ligne, on interagit avec eux en ligne, sur une plateforme, gérée depuis le ministère. D'accord? Mais pour la composition, pour des facultés qui ont des effectifs pléthoriques, il est en train d'être analysé que, au-delà des salles de classe de l'université, on peut solliciter des salles populaires, c'est-à-dire ce qu'on appelait les CJL, les centres de jeunes et de loisirs, d'accord, les maisons des jeunes, d'autres salles qui ne sont pas forcément dans l'enceinte des universités, mais qui peuvent recevoir des enfants en situation de composition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comparaison n'est pas raison. Mais je voudrais dire que les directeurs des écoles, des établissements secondaires peuvent réfléchir également à des stratégies pareilles. Et comme l'a dit monsieur Amoussou tout à l'heure, il est clair qu'il y a des éléments d'enseignement sur lesquels ils vont devoir revenir en début d'année prochaine. Et par rapport à ça, M. Loubouin aussi l'a dit, à chaque chef d'établissement de trouver la solution qui s'impose. Mais il y a plusieurs
possibilité, qu'on ne peut pas là maintenant théoriser, décortiquer sans être en situation. Ce qui est sûr, le gouvernement dit qu'il faut respecter 1 mètre entre individus. Entre individus. Et donc la question c'est de savoir comment est-ce que nous faisons avec nos effectifs pléthoriques par classe dans un contexte où toutes les classes des secondaires doivent reprendre. Comment est-ce que nous faisons pour respecter ces dispositions-là? Ça veut dire qu'en début, le lundi prochain, c'est-à-dire après-demain, il doit y avoir des conseils d'établissement. D'accord? Il doit y avoir des conseils d'établissement. Pour dire, voilà ce que le gouvernement a dit. Dans notre contexte, nous là, qu'est-ce que nous devons faire pour respecter ces mesures? Quelle stratégie nous devons développer pour nous adapter aux mesures du gouvernement? Et c'est là maintenant que les acteurs localement vont proposer les solutions. C'est là où ils prendront le relais du gouvernement pour proposer les solutions qui s'imposent. Parce qu'on a dit, pour le cas de l'université par exemple que je connais, on a dit les mesures qui sont indiquées peuvent être adaptées en fonction des réalités de chaque maison. Absolument. Sans s'écarter de l'essentiel. Ça veut dire qu'au niveau des secondaires, on peut également faire la même chose. Donc les conseils d'établissement sont obligatoires le lundi matin. Toute la semaine d'ailleurs. Ce lundi 11. Le 11. Absolument. Toute la semaine d'ailleurs, ça doit être une semaine de réflexion approfondie pour trouver les mécanismes qu'il faut pour adapter les mesures du gouvernement à chaque situation au niveau de chaque établissement. Donc c'est très important. Très bien. Alors, monsieur Anselme Amoussou, voilà des décisions qui seront prises au fur et à mesure de l'évolution de la situation dans les établissements, en tout cas de l'effectif. C'est vrai, l'inquiétude, elle est là, très grande par rapport à la reprise de tous les élèves au niveau du secondaire. Mais là aussi, les dispositions, par exemple, de désinfection des écoles, obligatoires des écoles, le dépistage progressif de tous ces corps de métier, en tout cas d'abord les enseignants, vous l'avez dit, ce sont les primaires, les secondaires, peut-être lundi, etc., jusqu'à la maîtrise totale ou le contrôle total de la situation comme nous le vivons. Vous savez, c'est le dépistage qui a donné, autant 248 aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, 220 qui sont sous traitement, plus de 60, environ 62 qui sont déjà guéris et de décès. La situation est quand même maîtrisée. Oui, et nous souhaitons que ça se poursuive. Je voudrais juste dire que par rapport au dépistage, ce qui est annoncé, c'est que le dépistage concerne également les établissements privés d'enseignement. Parce que je sais qu'on a demandé aux chefs d'établissement privés d'envoyer les noms de leurs enseignants qui tiennent le CMD pour ce qui concerne le primaire. Je ne sais pas s'ils ont déjà été pris en compte, mais je pense que c'est prévu. C'est pour cela certainement qu'il y a eu cette instruction qui est venue donc du ministère de tutelle. Je crois qu'il en est de même pour les masques. Les masques, à ma connaissance, ne devraient pas concerner uniquement le public, sinon ça n'aurait aucun sens. Il me semble que ça concerne l'ensemble des acteurs de l'école. Et pour revenir à votre question, des mesures ont été prises, annoncées. Et je crois que le gouvernement a besoin de rassurer davantage. C'est ce que nous disons, de rassurer davantage. Et vous voyez, parce que nous avons commencé à discuter, parce que nous avons commencé d'abord à protester, à émettre un certain nombre d'avis. Des ministères ont commencé à envoyer des fiches circulaires pour préciser un certain nombre de choses. Et c'est comme ça que c'est sorti la mesure concernant la désinfection des salles de classe avec de l'eau de Javel, du Détol, etc., etc. Tout à l'heure, vous avez vu, à travers nos débats, il y a des idées qui commencent à apparaître. Et c'est ça que le gouvernement est en train de perdre. Je crois que nos ministères de tutelle sont en train de perdre en restant fermés sur eux-mêmes. Ce que propose le monsieur Guéraou, moi je pense que les comités d'établissement doivent se réunir avant le lundi. Si vous êtes un chef d'établissement et que vous êtes proactif, c'est déjà cette semaine, dès le mercredi, dès le jeudi, vendredi, que vous avez commencé à discuter pour faire. Mais le contexte, les gens ne sont pas habitués à ça. Ils seront, le plus pas du temps, ils vont peut-être organiser ça le lundi prochain. Il y aura certainement une période de flottement. Ça, on aurait pu l'éviter. Parce que nous pouvons être les relais déjà du gouvernement. Lorsque nous avons un certain nombre d'informations, c'est nous qui pouvons relayer le plus vers nos collègues. Attention, il faut faire comme ça. Attention, il faut faire ceci. Oui, c'est permis, tu peux le faire. Parce que les gens ont besoin.
Vous savez que nous avons un réflexe dans l'administration publique au Bénin. Nous préservons nos matricules, comme on dit. Chacun préserve son matricule. Je suis chef d'établissement. Le ministre a dit que tout le monde doit être en classe. Est-ce que je peux me permettre de faire venir seulement les élèves là une fois par semaine? Est-ce que je ne vais pas perdre mon poste? Ce sont des éléments dont il faut tenir compte. Et quand vous avez la parole du syndicat, la parole de vos représentants qui vous dit oui, c'est faisable, oui, c'est possible, vous pouvez avancer. C'est ça qui est le gouvernement en train de perdre. Et puis je vais finir en vous posant une question, monsieur Moussa, si vous le permettez. Revenons à la question du dépistage. Oui. Quelle est votre compréhension de ce dépistage qui ne prend pas en compte les apprenants? Est-ce que vous pensez que c'est utile, c'est efficace de ne dépister que l'enseignant, alors que nous savons très bien que les enfants peuvent être des porteurs? C'est bien sûr une situation qui sera évaluée au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Parce après que le dégât, pas de dégâts, c'est-à-dire les enseignants sont en train d'être dépistés en même temps que les élèves. C'est sûr que dès lundi, pas les élèves. Dès lundi, d'autres dispositions, d'autres mesures seront prises par le gouvernement. Et vous ne voyez pas que donc, si on avait par exemple, si on nous avait suivi en différant peut-être la reprise des classes pour les classes intermédiaires, on aurait pu dépister en même temps le petit personnel impliqué dans cette reprise partielle et impliquer en même temps les élèves parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Ils ne seraient pas très nombreux. Vous voyez, le débat, il est ouvert. Et je pense que moi, au regard donc, de ce que j'entends ici, j'ai déjà quelques idées. Très bien. Mais les idées, ce n'est pas nous qui les mettons en œuvre. Ce n'est pas nous qui décidons. Les décideurs doivent être à l'écoute. Est-ce que M. Ansem Amoussou doute de la compétence, en tout cas des acteurs qui sont au sein du gouvernement autour de la question de la gestion de cette pandémie pour la suite? Je doute dans la gestion de cette crise-là. Je doute de tout le monde, y compris le gouvernement, parce que aucun de nous n'a la solution miracle. Vous avez dit, le mode de fonctionnement, ça change tous les jours. Bien sûr. Et vous savez très bien qu'ici, nous n'avons aucune maîtrise du virus. Ce que nous savons du virus, c'est ce que les gens en Occident découvrent chaque jour. Donc, je ne peux pas faire confiance les yeux fermés à un ministre pour dire... Mais il y a quand même des cas de guérison. Il y a quand même des cas de guérison. Il y a quand même aussi des gens qui sont sous traitement et des méthodes de traitement de guérison, en tout cas, sont proposées et sont là et qu'on est en train de... Et c'est très heureux. Et c'est très heureux. Et ça également, c'est à mettre à l'actif du gouvernement. Vous savez, on parle spécifiquement de l'école. De l'école, bien sûr. Pour la gestion globale, il y a des choses sur lesquelles on peut être d'accord avec le gouvernement. Le fait d'avoir mis à disposition les comprimés de chloroquine dans les pharmacies. Le fait de démultiplier les centres de dépistage et les centres de prise en charge. Autant de choses qui sont à l'actif du gouvernement. Mais écoutez, les cas de guérison sont traités avec quoi? Ce n'est pas avec la plante de ma grand-mère, c'est avec la chloroquine et l'azithromycine. Ça, ce n'est pas fabriqué chez nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas des choses créées par nos autorités. C'est venu d'ailleurs. Et donc, dans la gestion de cette crise, nous prenons tout de là-bas. Et quand vous prenez tout de là-bas, pour contextualiser, pour tenir compte de vos réalités, pour faire appel à vos valeurs endogènes, pour apporter le petit plus, vous avez besoin d'être ouvert. Moi, c'est tout ce que je demande. Très bien. Merci, monsieur Dunon, représentant donc des parents d'élèves sur ce plateau, puisque vous êtes professeur certifié. Dans quel état d'esprit, donc, allons-nous aborder cette reprise de ce lundi? Beaucoup de sérénité, beaucoup de crainte. Beaucoup de sérénité, beaucoup de crainte. Je voudrais intervenir un peu par rapport à M. Amoussou qui dit que tout vient de l'extérieur. C'est vrai. Tout vient de l'extérieur et c'est limitant pour nous. C'est pour ça que quand on parle de dépistage systématique de tous les apprenants, c'est avec beaucoup de gants qu'on pourra se lancer dans cette opération. Effectivement, tout vient de l'extérieur. Vous avez vu comment, au plan international, on est en train de nous appuyer pour pouvoir gérer cette pandémie. Si nous avions les moyens, qu'est-ce qui pourrait nous interdire de faire un dépistage systématique pour tous les apprenants de ce pays? C'est d'ailleurs l'idéal. Faire un dépistage systématique pour tout le corps enseignant, pour tous les parents d'élèves, pour tous les acteurs de l'école. Et je crois que ça va nous apaiser davantage. Mais quand on dépiste, il faut soigner.
Et c'est pour ça que je voudrais demander, M. Ouza, qu'on revienne ici pour discuter de la riposte africaine à cette pandémie. Il faut qu'on revienne parce que nous sommes en théorie, il faut faire ci, il faut faire ça, et nous attendons effectivement tout de l'extérieur. Quelle est notre propre réaction par rapport à cette pandémie? Alors nous restons les bras croisés pour subir un hécatombe dans l'Afrique, comme l'OMS l'a promis? Est-ce que nous allons rester les bras croisés pour voir mourir nos parents en masse? Est-ce qu'avant l'Occident, l'Afrique n'existait pas? Moi, je suis professeur d'histoire et j'en sais quelque chose. Pythagore a vécu 22 ans en Égypte. La science coulait de l'Afrique vers l'Orient. Aujourd'hui, la science coulait de l'Afrique vers ces zones-là. Aujourd'hui, la science coule de l'Occident vers l'Afrique. Pourquoi c'est comme ça? Il faut qu'on revienne ici. D'accord. Face à cette difficulté majeure que connaît le monde, il faudrait que l'Afrique prenne sa part en tant que mère des sciences. J'insiste là-dessus. Quel état d'esprit, avec quel état d'esprit allons-nous aborder la rentrée qui vient le lundi? Je dis avec sérénité, avec beaucoup de crainte. Parce que vous avez avancé tout à l'heure que nous sommes déjà à 248 cas. Et le virus est déjà communautaire. Absolument, c'est vrai. C'est évident. Moi, personnellement, en tant que parent, j'ai peur. Le virus est déjà communautaire. Moi, j'ai peur. Les enfants qui sont restés à la maison pendant 1 mois et demi, est-ce que vous savez quelles activités ils ont eues? Quand ils vont tous revenir maintenant à l'école? Et vous savez, nos enfants, têtus, quand vous prescrivez de port de masque systématique pour tous nos apprenants, vous pensez que pendant tout le temps où ils vont rester à l'école, ils vont toujours porter le masque? Ils ne vont pas manger? Il faut rentrer la nourriture. C'est des problèmes tellement délicats, et si délicats que j'imagine l'état d'esprit même du gouvernement, qui a la charge de notre pays. Et quand quelque chose se passe dans le pays aujourd'hui, c'est lui d'abord qui est responsable. Moi, en tant que gouvernant, si j'étais à leur place, c'est avec beaucoup d'inquiétude que nous allons aborder le lundi prochain. Parce que si ça casse, c'est sur notre tête. Et notre souhait, c'est que ça ne casse pas. Ça ne casse pas, justement. Le souhait de nous tous, enseignants, parents d'élèves, gouvernants, c'est que ça ne casse pas. Et comme on parle des masques qui seront distribués ou non au privé, non. Le gouvernement a la responsabilité du monde scolaire. En principe, même ces écoles privées doivent être subventionnées parce que l'éducation est nationale. L'éducation qui est donnée dans les établissements publics, c'est la même éducation qui est donnée à nos enfants. Puisque les enfants qui sont dans les écoles privées ne sont pas des étrangers, c'est des Béninois qui doivent aussi bénéficier de la manne publique. Très bien. Monsieur Gwenaou, sociologue, vous le saviez très bien, c'était le gouvernement avait autorisé le regroupement de 10, aujourd'hui, plus que 50. Et après, qu'est-ce qu'il en serait? Alors, les mesures sociales, et quid de ces mesures sociales-là? Là, nous généralisons. Ok, nous généralisons un peu, mais je voudrais rapidement revenir sur la crainte que je lis à travers les syndicalistes, par rapport au non-dialogue ou au défaut de dialogue entre le gouvernement, les ministres de tutelle et les confédérations syndicales. Je crois qu'il faut faire une petite socio-histoire, d'accord, de cette relation gouvernement-syndicaliste. Je crois qu'il y a la figure du syndicaliste au Bénin qui est toujours qui joue un peu on sent que c'est toujours un tiraillement, la figure jusqu'au boutiste, la figure des gens toujours dans la posture de revendication. Donc il y a, je crois bien, je dis encore que je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas au ministère, dans les ministères de tutelle, mais je me dis il y a cette figure là qui pourrait être en train de jouer, mais qui ne dispense pas le fait qu'on doit forcément les associer, les écouter pour les amener, étant dans l'opérationnel, à faire des propositions qui soient des propositions vraiment acceptées et opérationnelles. Par rapport à votre question, vous avez dit
on est dans une situation globale, les mesures sociales. Tant à la reprise dans les écoles que dans la société. Les mesures sociales. Il y a d'abord l'élément situation maîtrisée. Ça me questionne. Parler de situation maîtrisée, ça me questionne. C'est vrai que quand on questionne un peu les statistiques de la sous-région ouest africaine, on est le pays qui a quand même le moindre cas. Ça, il faut le dire, et c'est dû à ce que M. Abonso a appelé tout à l'heure riposte réfléchie de la part du gouvernement, rapidement le cordon sanitaire pour circonscrire les zones où les premiers cas se sont manifestés. C'est ça peut-être qui a fait que le Bénin a ce nombre de cas le plus bas aujourd'hui dans les pays de la sous-région. Cela dit, en termes de mesures sociales, d'abord, vous voyez, il y a certains secteurs qui sont fortement impactés par les mesures du gouvernement. On a refusé que les bus circulent, surtout les topa-topa. Les bars, restaurants qui servent de buvettes, les restaurants sont fonctionnels. Mais je dis les bars, c'est-à-dire là où on boit, là où on va s'asseoir pour boire. D'accord, pour étancher la soif. C'est fermé. D'accord. Les centres de manicure, pédicure, coiffure et consorts qui reçoivent beaucoup de monde sont fermés. J'ai discuté la semaine dernière avec les conducteurs de Topa Topa. On espérait tous que à la reprise du 11 là, on allait les autoriser à travailler. Et je lève un coin de voile sur les résultats auxquels la collecte de données nous conduit. C'est que c'est des gens qui espèrent qu'on peut les autoriser à travailler, mais en demandant par exemple à quelqu'un qui prend 30 personnes de prendre 15. D'accord? Parce qu'en prenant 15, ils respectent plus ou moins la distance de 1 mètre. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, reprenez les taxis-villes. Là où le chauffeur s'assoit, et là où le passager qui est devant s'assoit, dites-nous s'il y a 1 mètre de distance. Il n'y a pas 1 mètre. D'accord? Ils disent, prenez les conducteurs de taxi-moto. Quand un conducteur de taxi-moto prend même une personne, dites-nous s'il y a 1 mètre entre le conducteur et le passager. Il n'y a pas 1 mètre. Donc, ils se sentent brimés, marginalisés. Et le gouvernement doit entendre ça et répondre à cette préoccupation. Et je crois que c'est ça que le gouvernement a commencé par faire. Parce que toute la semaine passée et d'aujourd'hui à demain à lundi à 23h, non, demain à 23h, dimanche à 23h, on a recensé tous les acteurs de ces 3 corps de métier. Les conducteurs de bus, les gens qui ont les buvettes et les salons de coiffure et consorts, pour les indemniser en fonction de ce qu'ils gagnent par jour. Je ne sais pas combien le gouvernement a prévu par individu et combien de temps ça va prendre. Mais je suppose que c'est déjà une mesure quand même assez réfléchie et assez correcte. Dans d'autres pays de la sous-région, vous n'avez pas cette démarche-là. Mais les gens décident globalement de dédommager tout le monde, de venir au secours de tout le monde. Ça, c'est chaque gouvernement qui analyse. Mais indépendamment de ce que le gouvernement fait, il y a beaucoup d'initiatives privées. Vous ne vous imaginez pas. Il y a beaucoup d'initiatives privées qui foisonnent et qui fusent de toutes parts et qui vont au secours des couches les plus marginalisées. Moi qui suis ici en train de vous parler, au-delà de ma casquette de sociologue, je fais partie d'un collectif que nous avons appelé le collectif Solidarité Urgence Bénin. Et nous étions en pôle position par rapport à la confection des masques avec les artisans locaux. On était les premiers, en dehors de ceux qui vendent, je dis en dehors de ceux qui vendent dans les rues, on faisait partie des premiers à confectionner et à distribuer gratuitement ces masques-là, avant même que le gouvernement ne sorte les normes. On l'a fait à Ouida, on l'a fait à Cotonou, on l'a fait à Porto-Novo, on l'a fait à Soaba, on est en train de s'apprêter pour le faire à Zé, à Komassé et à Agégué. Et comme nous, il y a beaucoup d'autres associations, organisations qui sont en train de s'activer pour aider la communauté à accompagner le gouvernement dans ces mesures de riposte. Mais encore une fois, je dis, comme vous avez ouvert sur le plan global, on envoie les enfants à l'école
mais on lève le cordon. Le cordon levé. Ça veut dire que je peux circuler à l'intérieur du pays. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Et j'ai dit tantôt que nous avons deux types de socialisation qui nous mettent dans des réseaux relationnels, qui nous renforcent nos capitaux sociaux. Et Dieu seul sait qu'au Bénin, la vulnérabilité, la faible résilience, les inégalités font que ces réseaux sociaux et ces capitaux sociaux sont les seules mesures de protection sociale que les gens ont. D'accord. D'accord. Oui. Donc, ces gens-là ne vont certainement pas respecter la distanciation sociale. Alors, merci. Dans ces conditions, monsieur Anselme Moussou, là, nous sommes dans les mesures sociales. Quelle proposition faites-vous au gouvernement dans la gestion de ces cas-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, je suis assez d'accord avec le professeur Beraï que c'est notre héritage, l'héritage du dialogue social qui fait qu'aujourd'hui nous avons des difficultés entre nous acteurs. À échanger. Mais à quel moment nous allons briser la glace et nous sortir de ce cercle? À quel moment, si nous ne saisissons pas les bonnes occasions, nous pouvons discuter. Vous savez très bien. Si vous offrez les occasions. Mais si nous vous écrivons en tant qu'autorité, même si notre tête ne vous plaît pas, la moindre des choses, c'est quand même de s'asseoir pour discuter. On dit parfois, essayez-nous pour voir. Essayez-nous pour voir si ce que vous pensez de nous. En tout cas, je crois que nous devons tous faire les efforts pour pour quitter donc cette caricature de dialogue social et aller vers. Pour les mesures sociales, vous me demandez quelle proposition nous faisons. Et justement, même à l'absence de dialogue, nous avons joué notre partition. Les confédérations syndicales ont demandé à rencontrer les deux patronats du Bénin, à rencontrer le président de la CCIB et d'autres investisseurs. Nous avons eu 3 jours d'échange, au bout desquels nous avons déposé un mémorandum commun au gouvernement pour, d'une part, lui faire des propositions de manière à accompagner les entreprises les plus touchées, parce que nous avons intérêt, nous, travailleurs, à ce que les entreprises là soient accompagnées pour leur demander de préserver les emplois de nos militants. Et nous avons préconisé des mesures sociales. Ce document a été déposé, ça fait, je crois, bientôt 3 ou 4 semaines. Mais on n'a pas eu de réponse. Je fais cette parenthèse-là, du refus donc de discuter et de dialoguer. Nous devons, dans cette crise, le gouvernement doit absolument soutenir, de mon point de vue, l'économie domestique. C'est ça qui peut être vraiment la soupape. On peut fermer les frontières, on peut empêcher les exportations, les importations, mais on doit faire en sorte que celui qui sort de chez lui et qui mange au quotidien puisse avoir le petit minimum, même si c'est réduit. Les mesures donc doivent aller dans ce sens. Et je reviens à l'exemple donné par le professeur tout à l'heure, les topa-topa. Nous, on s'attendait logiquement à ce que les topa-topa soient autorisés. D'accord. Regardez. Autorisés par quelle mesure? Écoutez-moi, on a maintenant fait obligation à tout le monde de porter le masque. Oui. Il suffit de faire obligation que, à côté des bus, sur le parc, il y ait les dispositifs de lavage de mains. Obligation. Qu'on fasse obligation au chauffeur qui doit conduire les gens d'être à l'entrée et d'avoir son gel pour désinfecter obligatoirement chaque client. De lui dire qu'au lieu d'en prendre 30, il doit en prendre un certain nombre réduit. Est-ce que vous ne pensez pas que ces mesures d'assouplissement sont moins inquiétantes que d'autoriser tout le système scolaire au niveau secondaire à reprendre les classes? Par exemple, comment peut-on maintenir l'interdiction formelle entière des bus et dire nous devons aller dans ce sens? Parce que regardez, nous devons agir de façon à minimiser les risques. Monsieur le Médino l'a dit, on n'a pas les moyens d'avoir le risque zéro. On n'a pas les moyens de faire le dépistage de tous les acteurs de l'école maintenant. Parce que ce n'est pas nous qui produisons les réactifs, ce n'est pas nous qui produisons les dispositifs. Mais dans ces conditions, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le choix qui minimise le plus les risques. Et ce choix, logiquement, c'est de faire reprendre les classes uniquement aux classes d'examen. Je ferme cette parenthèse sur laquelle je suis revenu rapidement pour dire que les mesures sociales ne peuvent pas prendre la forme, de mon point de vue, d'une allocation financière
Je ne sais pas comment un gouvernement peut gérer ça dans le pays. Même avec la procédure donc, de faire le recensement, ça va être difficile. Et quand c'est difficile, il ne faut pas s'y engager parce que je ne crois pas que le gouvernement ait aujourd'hui les moyens de faire ce travail-là, de faire cette opération. Ça ne concerne pas seulement Cotonou, ça ne concerne pas seulement les grandes villes. Il faut aller vers les paysans, il faut aller vers un certain nombre de personnes. Dans le secteur touristique aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a déjà plusieurs semaines que nous avons déjà les chômages techniques, les mises en chômage technique, que nous avons les réductions de salaire à 30%, et les employeurs ne sont même pas à blâmer, ils ont même fait des efforts. C'est une situation intenable pour eux. Et je crois que j'ai suivi un courrier hier ou aujourd'hui, où dans des écoles déjà, après le conseil des ministres du mercredi, on a déjà des enseignants qui sont mis en chômage technique dans les écoles privées. Donc l'impact est là sur des populations qui étaient déjà pour la plupart dans la précarité. Le taux de chômage chez nous, le taux officiel, c'est au-delà de 40%. Je veux parler du taux de pauvreté. C'est au-delà de 40%, les chiffres officiels. Et donc dans ces conditions, il faut faire en sorte, et j'insiste là-dessus, ce qui nous permet de tenir, c'est la bonne dame qui sort pour aller vendre la tape ou TV au bord de la voie. C'est celle-là qui nous permet donc d'aller s'asseoir serveuse pour servir à manger dans un restaurant et envoyer minimum. Donc c'est l'économie domestique qui peut nous servir et de paravent pour gérer la situation en attendant que nous puissions trouver le vaccin ou bien le traitement efficace à 100% pour nous permettre maintenant de nous libérer complètement. Très bien. Mais au-delà de ça, si vous permettez, je ne sais pas si j'aurai encore la parole, au-delà de ça, je vais pour la conclusion. Après, voilà. Alors, monsieur Benaou, Hervé, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, quelle conclusion pouvez-vous tirer? Quelle énergie pouvez-vous, quelle assurance pouvez-vous donner et aux parents, aux enseignants et aux élèves en tant que sociologue? Oui, c'est pas mon rôle que d'assurer. En tant que sociologue, je la maîtrise des orientations de population de développement. Oui, je constate et je relève les constats que je fais et je les partage. Vous me permettez rapidement, avant la conclusion, de revenir aux mesures endogènes. Oui. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mesures de traitement endogène proposées. On ne peut pas le dire de façon systématique. Je prends seulement le cas, je ne vois pas l'individu à Gond. Je vois le produit à Pivirine. Oui, il y a eu, parce que le gouvernement, en tout cas par rapport à ça, le gouvernement a interdit toute publicité. Non, je ne vais même pas faire de publicité. Ça, c'est un autre cas. Il y a l'Association nationale des tradithérapeutes qui travaille en parfaite synergie avec le ministère. Je ne sais pas quelles ont été les propositions à ce niveau-là. D'accord? Parce que dans les autres pays, on voit quand même les États accompagner les tradithérapeutes pour sortir des solutions. Ça, c'est entre parenthèses. On a parlé également tout à l'heure de monsieur, c'est toujours dans ma conclusion d'économie domestique. Je crois que, à bien observer la gradation des mesures que le gouvernement a prises, on a constaté qu'au fur et à mesure que les situations changent, il y a des mesures d'adaptation qui changent. Parce qu'au départ, le refus de fermer les marchés, c'était pour maintenir quand même cette économie domestique-là, pour que tout le monde ne soit pas asphyxié. Parce que comme le président lui-même l'a dit, il y a des gens qui donnent la popote à partir du revenu du jour. Absolument. Donc, mais il y avait certaines corporations qu'il fallait quand même restreindre pour réduire un peu. Mais comme on est en train d'ouvrir, il faut aussi aller vers l'ouverture progressive, l'autorisation progressive de ces corporations-là. Pour la conclusion, je crois qu'il faut que l'élément responsabilité individuelle et collective est un élément qui me paraît assez important. Il faut que nous prenions la mesure des choses. Quelle que soit la théorie ou la posture dans laquelle nous sommes, transcendentaliste, complotiste, banalisation, il faut qu'on se dise que le Covid-19 est une réalité. Et qu'il faut faire face à ça avant de savoir après si sa théorie ou si sa thèse est vérifiée ou pas. Donc par rapport à ça, il faut être responsable. Élément responsabilité. Et par rapport aux acteurs de l'école, comme M. Amoussou l'a dit, suite à mon intervention, ils auraient dû faire le comité d'établissement
cette semaine-ci. Mais si ça n'a pas été fait, il faut qu'il le fasse en début de semaine prochaine, dès lundi. Et que toute la semaine prochaine serve à réfléchir aux stratégies. En 2 ou 3 jours de réflexion, oui, pour trouver les stratégies les mieux adaptées à chaque contexte. Je crois qu'il ne faut pas paniquer. On est dans un contexte où la panique tue plus que le virus lui-même. Parce que les impacts psychologiques sont importants, ahurissants. Simplement aussi parce que nous sommes fortement exposés à tout ce qui est relayé sur les réseaux sociaux. Et donc on apprend tout et son contraire. Il faut avoir, comme l'a dit M. Loumedinon, une certaine sérénité. Aborder la reprise. C'est surtout au niveau du secondaire que le problème se pose. Il faut que les acteurs du secondaire abordent la reprise avec beaucoup de sérénité et qu'ils réfléchissent ensemble dans une certaine synergie pour pouvoir trouver les mesures adaptées. Et je voudrais exhorter les confédérations à ne pas baisser les bras, à continuer à taper à la porte du gouvernement pour être reçus, discuter, dialoguer, afin que, au-delà même de cette reprise qui va nous conduire aux examens de fin d'année, que la manière dont la rentrée prochaine se fera soit discutée et que les stratégies adéquates soient trouvées. Merci. Anselme Amso. Oui, merci beaucoup. Je voudrais dire que nous allons continuer de jouer notre rôle, parce que c'est important de le faire. Ce qui arrive ne peut pas être réglé par, disons, une seule partie de la société. Nous devons tous nous mettre ensemble. Et je suis d'accord avec M. Goulaye qui dit qu'il s'agit de faire appel à la responsabilité individuelle et collective. Et c'est pour cela que je voudrais appeler les chefs d'établissement, les enseignants, à montrer au gouvernement que nous sommes des personnes responsables, que nous pouvons prendre le relais du gouvernement lorsque nous sentons qu'il y a des choses à améliorer. Et de ce point de vue, nous devons être inventifs. Là, vous regardez droit dans la caméra pour vous adresser. Nous devons être inventifs et courageux. Inventifs et courageux. Anticiper ce certain nombre de choses et regarder surtout les mesures sanitaires qui ont été préconisées par le gouvernement. Au-delà de la reprise, regardons les mesures qui ont été confirmées par le gouvernement et disons-nous que nous avons obligation de faire respecter ces mesures-là, quel que soit l'effectif qui est dans notre gouvernement. Je crois que c'est déjà d'abord ça que nous allons faire et comprendre que nous pouvons parfois nous entendre, nous préparer à comprendre peut-être le gouvernement à demi-mot qui nous demande de jouer son rôle dans cette situation-là. Nous allons jouer ce rôle. Mais je voudrais finir mes propos sur l'impact global à moyen et à long terme du Covid-19 sur le système éducatif de notre pays. Si nous sommes dans un dialogue sincère et franc, si nous sommes dans l'observation attentive des choses, nous allons comprendre que cette crise est en train de révéler les faiblesses de notre système éducatif. Et la situation doit servir de base au sursaut pour trouver les bons moyens, les meilleures stratégies et nous apprêter, parce que les crises ne manqueront jamais. Ça peut être sanitaire, ça peut être une autre forme de crise demain, pour que nous ne soyons pas totalement désemparés, désarmés, comme nous l'avons été en attendant tout du dehors. La manière de former nos enseignants doit changer, doit s'adapter aujourd'hui. Quand vous me prenez, moi, je n'ai pas été formé pour, par exemple, dispenser des cours sur une plateforme. Donc, nous devons tenir compte de ces petits détails-là et revoir nos curricula. C'est déjà un des aspects. Nos programmes doivent s'adapter. Nos programmes doivent aller dans le sens de former des citoyens qui peuvent rapidement faire face à une situation. Moi, j'ai des parents en Suisse. Depuis qu'ils ont fait le confinement, c'est un respect total. Les parents, ceux qui ont des parents âgés, lorsqu'ils vont faire le marché pour ces parents âgés, parce que c'est le confinement, on a refusé donc le contact, on vient déposer le panier devant la chambre de sa propre mère et on s'en retourne sans la saluer, sans la voir. Donc nous devons, c'est l'éducation qui doit nous conduire vers là. Et dernier point, vous avez vu que nous attendons tout.
En dehors donc des dispositifs ici et là pour le lavage des mains où il faut utiliser les pieds, qui ne sont pas si innovants que ça, mais c'est déjà un pas. En dehors de ça, regardez les produits qui sortent de notre enseignement technique et professionnel. On n'a pas senti comment dire, on n'a pas vu des gens saisir cette occasion pour inventer des choses, pour nous proposer des choses. Même dans le monde de la recherche, je voudrais jeter une petite pierre, une minuscule pierre dans le jardin du professeur. C'est le monde de la recherche. Donc, je crois que nous avons besoin de regarder tous ces aspects-là. Et au-delà donc de gérer l'urgence de cette crise, il faut que nous commencions déjà à nous projeter. Et les professeurs ont un grand rôle parce que c'est eux qui drainent donc le monde, non pas le grand monde, mais le monde de la recherche, le monde de l'innovation, le monde de l'anticipation. Je pense que nous devons être tous d'accord pour nous engager sur cette voie-là. Très bien, merci. Monsieur Lumedino. Eh oui, en sciences juridiques, il y a l'une des définitions de l'État. C'est quoi? L'État égale territoire, plus population, plus pouvoir. Ce sont trois entités qui constituent l'État. Ici, c'est le pouvoir politique qui donne l'impulsion. Nous encourageons l'État à garder le cap. Merci. Merci à vous, chers invités. Monsieur Roger Lumedino, je rappelle que vous êtes professeur certifié à la retraite. Nous avions également sur ce plateau monsieur Hervé Gbenaou, sociologue, qui a d'ailleurs présenté une thèse sur l'orientation, population et développement. Et puis monsieur Ansel Mamousso, secrétaire général de la CSA Bénin. C'est avec vous que nous avons parcouru la question de la levée du cordon sanitaire Covid-19, une normalisation par dose contrôlée par rapport à la reprise des classes lundi prochain, lundi 11 mai 2020 prochain. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivi cette émission spéciale qui nous a permis de parcourir les propositions, d'avoir d'autres propositions par rapport à cette reprise. En tout cas, le gouvernement prend la mesure de cette reprise et des décisions en tout cas seront prises au fur et à mesure que la situation évoluera. Nous prions tous les dieux qu'elle est quand même contrôlée, puisque nous sommes aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, à 284 cas confirmés, 220 personnes qui sont sous traitement, 62 qui sont complètement guéris et 2 décès. Merci de nous avoir suivis. Le meilleur reste à venir sur ETélé. Prenez du plaisir à nous suivre.